Bonjour à toi et bienvenue sur Job à bord, le podcast qui donne la parole aux acteurs et actrices liés au monde maritime. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Virginie qui nous embarque à plus de 19 000 kilomètres et avec qui on va se retrouver au milieu des fjords de Nouvelle-Zélande pour une traversée au sein d'une nature sauvage magnifique le temps d'une croisière. Et qui sait, on va peut-être même croiser des dauphins. Alors sans plus attendre, je rejoins mon invité du jour. Mon nom est Richard Fernandez et tu écoutes Job à bord. Virginie, bonjour. Bonjour Richard. Je vais te laisser te présenter. Avec plaisir. Donc, moi, j'ai 33 ans. Je travaille aujourd'hui dans l'événementiel. J'organise des cours de yoga. Donc, je m'occupe de toute l'organisation d'un planning de yoga et je contacte des professeurs et des salles pour pouvoir mettre en place des cours de yoga accessibles à des élèves dans toute la France. Et avant, je faisais de l'événementiel toujours, mais plus dans l'organisation de team building sportif, culturel et artistique. D'accord, donc tu t'occupes d'événements sportifs en particulier, c'est ça? Tu organises J'organise, c'est ça, des événements sportifs, là en l'occurrence dans le yoga. Mais avant, j'organisais plus des raids urbains un peu style Pékin Express pour les entreprises pour faire en sorte de créer de la cohésion d'équipe dans les sociétés. Ça crée de la cohésion de groupe, c'est le but du jeu. Exactement. Et après cette expérience, j'ai décidé de partir en Nouvelle-Zélande, toujours pour un PVT, tout simplement. PVT, peux-tu nous expliquer ce que c'est? Alors, PVT, littéralement, ça veut dire permis vacances travail. En fait, c'est un visa qui est plusieurs pays se mettent en accord entre eux. Donc, par exemple, la France va avoir des accords avec le Canada, avec la Nouvelle-Zélande, et je crois il y a une dizaine de pays comme ça. Et ça nous permet d'avoir un visa on peut rester sur le territoire de 1 à 2 ans et on peut également travailler. Et donc, par exemple, le Canada va dégager 6 000 visas de la sorte et en échange, il peut avoir 6 000 Canadiens qui viennent travailler en France également. D'accord. Qu'est-ce qui fait qu'un matin on se lève et qu'on décide de partir à 19 000 kilomètres de la France et de plus sur la mer? Donc c'était quoi, le mal de terre? Et tout simplement, j'avais déjà fait un voyage comme ça grâce au PVT. Je me suis dit que ça serait bête de passer à côté, sachant que ce que je n'ai pas dit, c'est que le PVT est valable jusqu'à 30 ans dans certains pays. Et donc, à mes 29 ans, je me suis dit, c'est ma dernière occasion de faire un voyage qui me permet en même temps de travailler, parce que dès qu'on a passé les 30 ans, c'est beaucoup plus compliqué d'avoir un visa. Et j'ai regardé le listing des pays où je pouvais avoir un PVT. Et la Nouvelle-Zélande, ça me plaisait énormément. Aussi parce que il y avait une vraie déconnexion au niveau culturel, au niveau paysage, mais aussi parce que la culture maritime là-bas est assez présente. J'ai travaillé toute ma vie dans l'événementiel, mais j'ai toujours cette envie de travailler dans le maritime. Mes parents m'ont bercée avec la voile depuis toute petite. J'ai fait énormément de stages et de régates au Glénan, par exemple. Et je me suis dit, là, c'est l'occasion. J'en ferai peut-être pas mon métier parce que je suis pas formée, mais c'est l'occasion, de tester et de voir si je peux travailler dans ce pays-là et en plus, dans le secteur maritime. En fait, il y a 2 îles, il y a Nouvelle-Zélande du Nord et du Sud, c'est ça? Exactement. Il y a l'île du Nord et l'île du Sud. Et il y a encore des endroits où l'homme n'a toujours pas mis les pieds, où il y a vraiment aucun humain qui peut vivre parce que c'est relié à rien. C'est vraiment magnifique et c'est pour ça que je voulais découvrir ce pays et ces paysages-là. Le contact, ça a été une compagnie maritime qui s'appelle donc Real Journey, c'est ça? Oui, c'est ça, Real Journey, c'est ça. Comment s'est présentée cette offre d'emploi? Alors, mon but, c'était vraiment la priorité, c'était de chercher du travail et de travailler dans n'importe quel secteur, mais sur un bateau. Donc, les premières recherches que j'avais faites, c'est de chercher sur Internet comment pouvoir travailler sur un bateau. J'ai vu tout et n'importe quoi. Il y avait énormément
d'offres de particuliers qui voulaient partager leur voyage pour faire 6 mois à bord, voilà, que ça soit du bénévolat ou que ça soit rémunéré. Une fois, je pense que j'ai eu de la chance, je suis tombée sur une offre LinkedIn. Je m'étais mis quand même une alerte sur LinkedIn. J'avais tapé, je crois, Boat Crew Member. Il y a eu cette fameuse offre, donc de Real Journeys, qui est apparue et qui correspondait tout à fait. J'ai postulé. Et là, je me suis fait contacter et on a fait un entretien en visio via Skype et qui a été concluant. Et c'est comme ça que je me suis fait embaucher. Donc, je me suis fait embaucher de France. Et une fois que la date de mon début de contrat a été définie, je suis partie en Nouvelle-Zélande pour être prête pour cette date-là. Alors, j'ai fait pas mal de voyages effectivement au Canada et aussi en Angleterre, aux États-Unis. Donc, l'anglais, c'était pas un problème. Après, l'anglais avec l'accent néo-zélandais, c'était quand même particulier, mais on s'en sort, non, ça allait. Côté australien, c'est vrai que les Français ont pas une très bonne réputation, et c'est d'ailleurs pour ça, c'est en partie pour ça que je ne voulais pas du tout aller en Nouvelle-Zélande, en Australie, déjà parce qu'il y a beaucoup de Français, et puis parce qu'on est mal vu. Mon arrivée en Nouvelle-Zélande était un peu particulière, parce que je suis arrivée seulement 5 jours avant de commencer mon travail. Les 5 jours avant le début de mon embauche, ça a été vraiment de l'administratif. Donc, j'ai été plutôt assez efficace pour ouvrir un compte en banque, avoir un téléphone et un forfait téléphonique. Donc, j'ai pas rencontré énormément de personnes, et les personnes que j'ai rencontrées, ça a été en auberge de jeunesse. Donc, c'était pas des Néo-Zélandais, c'était exactement, population internationale. Et justement, donc la compagnie Real Journey, est-ce qu'ils ont préparé le visa? Est-ce qu'ils ont payé ton voyage? Non, et ils ont pas rien préparé au niveau administratif pour le voyage, puisqu'ils embauchent et des personnes locales et des personnes internationales. Donc là, c'était que moi qui souhaitais partir, donc voilà, ils n'ont pas pris ça en charge. Par contre, à mon accueil, ils savaient très bien que je venais de loin, et donc ils ont fait en sorte de me donner les bons contacts pour trouver l'hôtel qui était à côté, les adresses utiles, pour que je puisse m'en sortir dans mes premiers jours. Donc tout ça à tes frais, hein? Oui, tout ça à mes frais. Donc ils te proposaient un contrat de 6 mois, c'est ça? Alors c'était un contrat saisonnier, et en fait la saison donc commençait en août et finit à peu près en mai. Saison qui est l'été là-bas, et l'été, disons que janvier-février, c'est équivalent à juillet-août chez nous. Donc c'était pour quel poste? Qu'est-ce qu'ils t'ont proposé? Alors le poste exact, c'était donc d'être membre d'équipage sur un bateau qui fait des croisières de 24 heures. Et donc comment se déroule le planning? En fait, ce bateau qui s'appelle le Fjordland Navigator navigue 7 jours sur 7. Il organise des séjours de 22 heures pour les passagers. Les passagers arrivent à midi, ils restent toute la journée, ils dorment sur le bateau et ils repartent le lendemain à 10 heures. Comme ça se déroule 7 jours sur 7, ce qui se passe, c'est qu'il y a 2 équipes qui sont en rotation. Donc une première équipe qui reste 7 jours sur le bateau et une autre équipe qui fait les 7 jours suivants. Et donc notre rythme de travail, c'était 7 jours à bord et 7 jours à terre, et ainsi de suite. On tournait comme ça. 11 personnes qui travaillent sur le bateau. La première personne, c'est le capitaine, le chef de bord. La deuxième personne, c'est la guide qui fait tous les commentaires au micro, qui est aussi second du capitaine si jamais le capitaine a un problème. Après, il y a le chef cuisinier qui s'occupe de toute la restauration pour tous les passagers. Et après, tous les membres qui restent sont membres d'équipage et s'occupent vraiment de tout le reste, c'est-à-dire de l'accueil des passagers, de tout ce qui est le côté touristique. Donc, il y a des activités maritimes. Tous les après-midi, on organisait des sorties kayak et des sorties en zodiac, où on les accompagnait sur l'activité sportive, mais aussi sur le côté culturel, à leur donner des indications sur le paysage qui les entoure. Et puis, évidemment, tout le côté restauration, service de restauration, et le côté ménage, on s'occupait des chambres. Et donc j'ai vu qu'il faisait aussi plusieurs jours, c'est-à-dire 7 jours, je crois. Il y a 6 destinations en tout.
En fait, Real Journeys est une compagnie touristique qui est basée et qui est assez connue sur l'île du Sud. Ils sont basés vers Queenstown et ils font plusieurs sorties touristiques. Ça peut être une sortie à l'heure sur le lac de Queenstown, ça peut être une sortie à la journée comme là où je travaillais, mais ça peut être aussi une randonnée d'une heure, ça peut être des plus longs séjours. En fait, voilà, c'est une compagnie touristique qui organise plein de sorties touristiques différentes, toujours dans l'île du Sud. Enfin, c'est vraiment un lieu idéal pour faire du tourisme. Mais également pour travailler, c'était vraiment une chance de pouvoir travailler dans cet univers-là. La compagnie est une très bonne compagnie avec une très bonne réputation qui propose plein de séjours différents, adaptés à tous et à tous les porte-monnaies. Non, vraiment. Et ton rythme était pas mal quand même, 7 jours, c'est quand même pas mal, hein, Et c'était vraiment idéal, moi qui connaissais pas du tout le pays. Donc, en plus, je travaillais donc 7 jours où j'étais logée sur le bateau, j'étais nourrie, et j'étais donc payée. Et les 7 autres jours, quand on revenait à terre, là, j'avais 7 jours, telle une semaine de vacances pour visiter une partie du pays. Donc, très, très pratique, surtout que tout est accessible. Soit en avion, à 2 heures d'avion, on peut voyager du nord au sud, soit en voiture. Donc, le rythme était très, 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 très bien. Et à terre, lorsque tu étais en repos, tu étais logé à l'hôtel avec d'autres crew members? Alors, je me suis posé la question pendant les premières semaines, est-ce que je loue un appartement? Est-ce que je loue un van, comme beaucoup font? Ou est-ce que je ne fais rien de tout ça et je vais d'auberge de jeunesse en auberge de jeunesse pour visiter? Et c'est finalement la troisième solution que j'ai choisie parce que j'étais jamais au même endroit chaque semaine. Donc avoir un appartement sur un lieu fixe, ça n'avait pas trop d'avantages et c'était plus de l'argent dépensé pour rien. D'avoir un van, il y avait toujours ce temps de trajet et pareil, cette logistique pour dire je vais du point A au point B, mais j'ai toujours besoin de revenir tous les mardis au port. Donc j'ai choisi la solution d'avoir aucune attache et de pouvoir voyager comme ça toutes les semaines et je m'organisais une semaine à l'avance. Je connaissais certes très bien l'auberge de jeunesse qui avait juste à côté du port d'attache pour la veille et les lendemains de croisière. Et les passagers arrivent, toi t'es sur le pont, prêt pour les accueillir, c'est ça? Tout à fait. Les passagers arrivent, donc on est sur le pont, on les accueille. Là, ils visitent le bateau. Nous, on leur montre consignes de sécurité et puis la vie à bord. On leur montre également leur chambre. On commence par les activités. Donc, il y avait donc 2 choix d'activités, une sortie en kayak ou une sortie en Zodiac. Pour ces 2 activités-là, on a été formés en amont. Donc, parce que pour une sortie en kayak, par exemple, il pouvait avoir jusqu'à 30 personnes sur l'eau et 3 personnes de l'équipage à les surveiller. Et dans les touristes, il peut y avoir des gens qui n'ont jamais fait de kayak ou des gens qui savent très bien faire du kayak. Donc, il y a de la gestion de personnes, mais il y a aussi tout le côté sécuritaire. Si quelqu'un tombe à l'eau, il fallait qu'on sache comment le ramener sur son kayak. Donc, on a une formation là-dessus.
Et il y avait aussi la sortie en Zodiac. Et là, c'est pareil, on a une formation pour savoir conduire le Zodiac. Puis toute une formation aussi pour les étrangers comme moi, de savoir faire découvrir le paysage et le décrire et connaître la végétation, connaître les oiseaux et pouvoir montrer tout ça aux touristes pour qu'ils apprennent et qu'ils puissent voir toute la faune et la flore qui les entourent. Après ces activités, il y avait le temps un petit peu de pause pour que tout le monde puisse se préparer pour le dîner. Après, il y avait le service du dîner, le rangement de tout le service du dîner. Donc, on finissait à peu près vers entre 22 et 23 heures. Là, c'était notre temps de pause. On dormait. Le lendemain matin, on était sur le pont entre de 6 heures, enfin à partir de 6 heures ou 7 heures, suivant les rôles qu'on avait de la journée, parce qu'on avait chacun un rôle différent. Tous les jours, on changeait de rôle. Donc, par exemple, on pouvait avoir le rôle du plongeur de la journée. On pouvait avoir, la personne qui s'occupe plus du kayak, la personne qui s'occupe plus du service restauration. Chacun avait son rôle avec un planning bien défini. Et donc, le matin, on se levait, service du petit déjeuner. Une fois le service du petit déjeuner fait, on faisait les chambres, donc ménage dans les chambres, changement de tous les draps, vu que la nuit prochaine, des nouvelles personnes vont dormir dans les chambres. Et après, on avait les personnes débarquées à peu près vers 10 heures du matin. Et de 10 heures à midi, ça c'était les 2 heures les plus intenses. Il y avait personne à bord, mais justement, au moment où il y a personne à bord, c'est là où on doit nettoyer tout le bateau de fond en comble et faire en sorte que 2 heures après, le bateau soit comme neuf, comme la veille, pour pouvoir accueillir de nouveau les 70 passagers à peu près. À midi, le bateau partait et on naviguait dans le fjord qui fait à peu près 40 kilomètres de long. Donc, on faisait assez souvent le même parcours. Nous, restant 7 jours sur le bateau, mais les passagers ne faisaient qu'une seule fois le parcours. Suivant la météo, on allait soit jusqu'à la mer Tasman, soit on allait plus dans des petites criques, ou alors suivant les dauphins ou les baleines qu'on pouvait apercevoir, on allait plutôt dans cette direction ou une autre. À un moment donné, dans l'après-midi, on arrêtait le bateau. Et là, on faisait descendre tous les kayaks qui étaient sur le bateau et les Zodiacs qui étaient sur le bateau. Donc, il y avait aussi toute une manipulation pour descendre tout le matériel qu'il fallait à l'eau et jeter l'ancre, etc. Enfin, il y avait pas mal de manipulations quand même techniques maritimes. C'est ce qui était aussi très sympa. On faisait pas que du ménage, heureusement. Et nettoyer le matériel, les kayaks et tout après. Donc, vous étiez 11 pour vous occuper de tout ça, c'est ça? Oui, 11, exactement. Donc, chaque jour, il y avait un turnover de postes. Voilà, on avait un planning. Le chef, le capitaine et la guide avaient toujours le même planning de leur côté, mais les autres membres d'équipage avaient leur planning. Voilà, aujourd'hui, je m'occupe du Zodiac et on savait très bien que si je m'occupe du Zodiac, j'arriverai trop tard pour le service du dîner, donc je peux pas m'occuper de la présentation du dîner. Et et si je fais le kayak, là, je serai à l'heure pour m'occuper du retour des passagers à bord, de prendre soin d'eux, etc. C'est très intéressant de changer tout le temps, et puis ça permet de savoir tout faire si quelqu'un un jour se sent mal, est absent ou alors se blesse, parce que 7 jours sur un bateau avec un rythme à travailler de 6 heures à 23 heures. Il se peut que on ait une demi-journée où on est un peu plus faible. C'est pas grave, il y a notre collègue qui a fait ça la veille ou qui fera ça dans 2 jours, qui peut nous remplacer sans souci ou nous aider parce que on est plus nouveau que les autres et donc on sait pas encore tout faire. Non, il y avait vraiment une bonne ambiance, une entraide sur le bateau. Je me suis jamais sentie à l'écart malgré le fait que je sois une des seules étrangères, parce que oui, j'étais la seule européenne. Sinon, tous les autres étaient néo-zélandais ou australiens. Il y avait 1 ou 2 Australiens, mais sinon j'étais la seule européenne. Et je me suis jamais sentie à l'écart, vraiment très bien intégrée. Au contraire, j'étais un peu la curiosité de tout le monde. Voilà, surtout quand il y avait des Français à bord qui ne parlaient pas du tout, français, enfin qui parlaient pas du tout anglais. La bouée de sauvetage pour la traduction. Génial.
Alors nous, on était sur vraiment là la sortie 24 heures, c'est assez onéreux, donc on était plus sur une clientèle assez, enfin une bonne catégorie socio-professionnelle. Par contre, au niveau de la localisation, tout le monde, enfin il y avait vraiment des personnes de n'importe où, et sinon il y a des personnes voilà qui venaient vraiment de n'importe où, d'Europe, d'Amérique. Il y avait aussi pas mal de personnes, surtout en janvier, avec les vacances scolaires, qui venaient des îles françaises, Polynésie, c'est pas loin. Ça te permettait Voilà. de parler un peu français aussi. Oui, ça me faisait plaisir quand je rencontrais des Français. Tu Et ma m'étonnes. petite pause mentale. Je me sens moins seul. Et oui. Alors, est-ce que lorsque tu as fait cet entretien en visio, est-ce qu'ils t'ont parlé de formation, de certification, ou si tu avais quelque chose de maritime? Oui, je sais très bien que ils prennent toute personne qui soit formée ou qui ait déjà eu de l'expérience ou pas en mer. Par contre, je sais pertinemment que le fait d'avoir déjà fait pas mal de voyages en bateau, des traversées en mer, ça a été un gros plus. Par contre, ils m'ont pas demandé de diplôme spécifique, sachant que donc leur saison commence à peu près en septembre. Au mois d'août, si on est disponible, on peut faire une formation avec eux sur le mois d'août, d'à peu près un mois, pour justement vivre sur le bateau et apprendre tout ce qui est conditions sécuritaires et faire plein d'exercices avec eux. On a appris et on a fait des exercices d'hommes à la mer, on a fait des exercices d'incendie ou de personnes à évacuer qui sur le bateau. Et donc voilà, pas besoin de diplôme spécifique parce que eux nous procurent une formation avant de monter à bord. C'était une certification officielle néo-zélandaise. Ça s'appelait le Néo-Zélandais Certificate in Domestic Maritime Crewing. Et j'ai passé le niveau 2. Bravo. Mais si je pouvais passer les autres niveaux, il n'y avait pas de souci. J'imagine qu'il y a des équivalences, mais voilà, c'est pas un diplôme international. Les salaires, comment ça se passe? Alors, en Nouvelle-Zélande, on est payé toutes les 2 semaines. Alors, je vous avoue que je ne sais plus trop combien j'étais payée. Comme on avait un service de restauration et de bar, il y avait des pourboires. Effectivement, qu'on recevait chaque fin de semaine. C'était à la marge. C'était vraiment à la marge, sachant que le salaire suffisait largement. De mon côté, donc on était payé une fois toutes les 2 semaines. Ça veut dire que j'étais une semaine à bord. Mon dernier jour à bord, je recevais ma paye et j'avais, on va dire, toute une semaine où j'étais pas payée, mais où j'avais reçu mon salaire. Ça, c'était largement suffisant pour vivre toute la semaine avec ce salaire-là. Et la semaine d'après, j'étais de nouveau à bord. Et où là, j'avais vraiment aucune dépense vu que j'étais nourrie, logée sur le bateau. Et t'as pas une fourchette de salaire en dollars? Je pense que je devais être à $1,500 les 2 semaines. Très bien, très bien. Alors, ton meilleur souvenir à bord, Virginie? Je pense vraiment que mon meilleur souvenir, c'est quand on est en train de refaire les draps d'un lit et qu'on voit un dauphin passer par la fenêtre. Ah oui, ça c'est s'oublie juste pas. Exceptionnel. Et puis, tout simplement, on s'arrête de travailler et puis on va sur le pont et on appelle tous les touristes parce qu'ils sont tout aussi curieux que nous de voir des dauphins vraiment à 3 mètres qui jouent juste à côté du bateau. Et donc voilà, je pense que vraiment un de mes meilleurs souvenirs, c'est quand j'ai vu, pourtant les dauphins, on les voyait 2 fois, 3 fois par semaine. C'était pas tous les jours, mais c'était quand même très souvent. Mais là, la fois où j'ai vu le saut du dauphin par la fenêtre alors que j'étais en train de refaire le drap, remettre les draps sur le lit, c'était assez exceptionnel. Très bonne ambiance dans l'équipage, malgré les moments qui sont intenses et assez durs au niveau du rythme. Mais voilà, un autre bon souvenir, c'est on a fait un exercice incendie une fois avec les passagers pour une vraie mise en situation. Et donc, on a fait venir tout le monde sur le pont pour être le plus réaliste possible. On a une tenue de pompier qu'il fallait mettre. Et comme tout s'est bien passé, le capitaine a diffusé en musique sur tout le pont YMCA, donc ça s'est transformé avec tous les passagers en dance floor. Non, c'était un très bon souvenir aussi. Est-ce que tu es resté en contact avec certains membres d'équipage?
Je suis restée en contact avec certains membres d'équipage. Je les suis sur les réseaux et voilà, je vois leur parcours et je leur parle de temps en temps. Il y en a certains qui vont venir en France et donc j'ai hâte de pouvoir leur faire découvrir Paris parce que pour moi c'est chez moi, mais pour eux c'est l'autre bout du monde. C'est à leur tour de venir à l'autre bout du monde, donc voilà, c'est des beaux échanges. Et puis à Paris en plus, donc c'est magique pour eux. Et puis Ouais. non, c'est ça qu'il y a de super dans ces métiers, c'est que tu peux créer des liens qui sont forts, quoi, quand même. C'est génial. Tout à fait. Le plus difficile pour toi dans cette aventure-là, ça a été quoi? Le plus difficile, je pense que c'est le rythme où vraiment tout est timé. Le bateau navigue. Nous, on n'a pas le droit de prendre du retard. On arrive à 10 heures au quai. Si à 10 heures, tous les draps, toutes les poubelles ne sont pas prêtes à sortir du quai, sortir du bateau, clairement, on prend du retard et tout s'enchaîne et tout prend du retard. Donc voilà, le rythme toujours très intense, peu importe ce qui se passe, s'il y a un couac, si on est un peu plus faible aujourd'hui, il faut suivre le rythme. Et pour une Française, de pas prendre plus de 10 minutes pour manger, c'était très dur. Ah oui, c'est pas évident quelquefois, oui. Alors, est-ce que tu aurais, pour ceux qui nous écoutent, un conseil pour quelqu'un qui, voilà, demain, j'aimerais partir à l'autre bout du monde pour travailler en mer? Qu'est-ce que tu pourrais lui donner comme conseil? Je pense qu'il faut vraiment pas avoir peur de faire des recherches avant, même si on se dit, moi je pensais vraiment que c'était impossible de travailler sur un bateau à l'autre bout du monde et surtout d'être embauché avant de partir. Mais voilà, ça coûte rien de passer 1 heure de son temps sur Internet à rechercher, à se dire il y a des entreprises comme en France qui mettent des offres sur LinkedIn, pourquoi je regarderais pas? Et voilà, de chercher, de fouiller, d'essayer de se renseigner au maximum. Et une fois qu'on a trouvé, vraiment postuler, même si on n'a jamais fait cette expérience-là. Voilà, là, c'est la preuve. Ils embauchent des personnes qui n'ont jamais travaillé en mer, mais ils savent très bien que c'est un métier qui est assez rare et les personnes ne se forment pas forcément parce que c'est pas forcément des métiers de prédilection. C'est pour ça qu'ils mettent des formations en place. Donc voilà, faut vraiment pas avoir peur de postuler, même si on n'a pas d'expérience. Il y a des entreprises qui sont prêtes quand même à nous aider. La preuve en est. Et surtout bien se renseigner avant de partir, quoi. C'est-à-dire avant de faire toutes ces démarches, de bien se renseigner, par exemple sur la compagnie, sur le pays, sur l'endroit où on va peut-être être amené à séjourner un moment. C'est important. Voilà, et pas hésiter à avoir aussi prévu des aléas parce que ça reste un pays qu'on connaît pas, donc on ne peut pas partir non plus avec 0 sur le porte-monnaie parce qu'on sait très bien que les premiers jours, ça se trouve l'hébergement on va pas le trouver, donc on va prendre quelque chose à la dernière minute qui est beaucoup plus cher que prévu. C'est pareil au niveau des transports, on n'a pas la notion des distances. Les distances peuvent être très longues, donc voilà, on a des dépenses à faire et toujours prévoir un peu pour pouvoir pallier à tout ça. Bien sûr, bien sûr. Donc c'est une compagnie que tu conseillerais à quelqu'un qui demain veut s'envoler pour les fjords? Ouais, vraiment les yeux fermés, c'est vraiment en fait, c'est une compagnie qui est assez grande pour avoir plein de différents postes et une belle structure pour être bien pris en main, et 2, une compagnie qui est très humaine et qui est tout à fait au courant des aléas qu'un étranger peut avoir et donc ils sont là pour nous aider. Est-ce que Virginie, tu penses un jour repartir? Je pense qu'avec tous les voyages que j'ai faits, je ne repartirai pas si loin. Si jamais je pars, maintenant ça sera plus pour m'installer à un endroit où je vivrai définitivement. Et j'ai toujours dans ce coin de la tête l'idée d'aller vivre sur la côte ouest française pour pourquoi pas arrêter l'événementiel et travailler dans le maritime. Mais pour l'instant, toute ma vie est à Paris, tous mes amis et mon travail est à Paris. Donc voilà, on verra ça un peu plus tard. Eh ben, ça sera avec grand plaisir que je t'inviterai si tu retournes dans le maritime un jour.
Avec plaisir. Tu me feras un petit signe et on aura l'occasion d'en parler. Plaisir, Richard. Merci en tout cas. Le podcast va se terminer. Virginie, merci beaucoup. Tu nous as fait bien voyager à plus de 19 000 kilomètres dans les fjords et avec les dauphins. On s'est régalé. Tu as donné des super conseils. J'espère que les personnes qui nous écoutent, ça va leur donner en tout cas envie de faire le pas vers des destinations aussi belles et avec une compagnie qui prend soin de ses employés. Oui, allez-y, n'ayez pas peur. Merci Virginie, je te souhaite bon vent. Merci. Un grand merci à Virginie pour cette croisière dans un cadre aussi magique et magnifique. Quoi, une expérience qui donne vraiment envie de faire sa valise et d'aller embarquer. Alors, va jeter un œil sur le site Real Journée, alors Real, REALNZ.com. Et sur la page d'accueil, tu verras tout en bas, tu trouveras un lien carrière. Tu peux cliquer dessus et tu verras s'il y a des offres qui t'intéressent. Tu peux aussi aller sur YouTube en tapant Real Journée. Tu auras pas mal d'infos sur la compagnie et toutes les prestations qui pourront t'offrir. Voilà, Joe Babord, c'est terminé en espérant que cet épisode t'a plu. Moi, perso, je me suis régalé. Et encore 1000 merci à Virginie pour ce partage. Si tu veux participer et partager ton expérience, contacte-moi, ça sera avec grand plaisir de t'accueillir sur ce podcast. Tu peux aussi t'abonner pour ne rien rater des prochains épisodes. Merci d'avoir écouté cette émission. Prends soin de toi et bon vent à toutes et à tous.